Voilà, we zijn hier dus vandaag bijeen voor een speciale zitting. Les défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels notre pays est confronté nous obligent un peu à penser autrement à notre mobilité. À quoi va ressembler notre mobilité du futur? Les mesures actuellement privilégiées concernent principalement l'offre de mobilité, mais seront-elles suffisantes pour atteindre les objectifs climatiques à l'horizon 2020-2030, 2030-2050? Ces questions et bien d'autres encore seront abordées lors de ce webinaire que nous organisons aussi aujourd'hui avec M. Eric Cornelis, qui est professeur à l'Université de Namur et membre coopté du CCE depuis quelques années et qui a une grande expertise au niveau des questions de mobilité. Ce webinaire n'est pas seulement pour les membres du CCE, on a aussi ouvert à d'autres parties intéressées et experts en mobilité et qui suivent surtout à distance, même s'il y a encore des membres aussi à distance, j'ai vu. Merci en tout cas à tous ceux qui sont présents. Et voilà. Merci en tout cas, Eric, d'avoir accepté pour faire un exposé sur le futur de la mobilité. Et voilà, la parole est à vous. Bien sûr, après l'exposé, ou je ne sais pas, pendant, on peut poser des questions et avoir une discussion après. Bien sûr. Voilà. Merci Chris, merci pour l'invitation, merci au Conseil central de l'économie et à Michel de m'avoir invité. La souris qui Il faut cliquer, oui, ça marche pas. Ah voilà. Donc, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de la mobilité de demain, mais avant de commencer, je tiens à prévenir que je n'ai pas de boule de cristal et que donc mes prévisions ou mes prédictions seront rencontrées ou pas, ça dépend encore de bien des paramètres, de bien des politiques, de bien des mesures, etc., qui vont arriver, je dirais, d'ici l'horizon qu'on veut viser, comme Chris a parlé, horizon 2030, horizon 2050, mais 2030, c'est demain. Donc, il faut bien faire attention à ça, que ce qu'on va pouvoir faire, il y a des mesures qui doivent être prises, mais ce serait peut-être utopique de penser que tous les effets pourront être mesurés avec des mesures qui commenceraient à être mises en place maintenant dans un horizon surtout 2030. 2050, c'est déjà un peu plus loin, mais 2030, c'est vraiment demain. Si vous décidez, un simple exemple, si vous décidez de construire une autoroute aujourd'hui, est-ce qu'elle sera là dans 7 ans? J'ai des doutes. Alors, mon exposé va tenir en 3 points. Le premier point, c'est un peu de discuter, de parler un peu du contexte dans lequel on se place pour examiner la mobilité de demain. Il y a plein d'éléments qui jouent et on ne peut pas vivre, je dirais, dans un monde éthéré où on imagine qu'on va pouvoir faire que la mobilité va se développer comme on le souhaite, en dehors de tout le contexte dans lequel elle va se développer. Ensuite, je parlerai de la mobilité de demain, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on devrait faire, on en verra, et je conclurai avec quelques réflexions peut-être un peu plus généralistes sur ces questions de mobilité du futur. Mais commençons par le contexte. En fait, dans le contexte, moi, j'ai relevé 3 points. Le premier point, c'est tous les aspects liés à ce dérèglement climatique, à ce réchauffement climatique, à toutes ces mesures et sur lesquelles le GIEC, les COP, etc., nous incitent à prendre des mesures afin de réduire les
des problèmes que pourrait causer un réchauffement climatique généralisé. Alors, vous voyez, il y a plein de mesures qui sont prises, ou en tout cas de déclarations pour des objectifs à terme 2030 ou 2050. C'est souvent les deux, je dirais, dates qui sont peut-être un peu comme des phares vers lesquels on veut aller. Et je dirais, ces objectifs sont tant nationaux que régionaux, voire européens. Donc, première difficulté, il faut parvenir, je dirais, à jongler avec ces différents niveaux de pouvoir et essayer de répondre aux attentes des différents niveaux de pouvoir qui sont parfois plus avancés d'un côté que de l'autre, etc. Alors, évidemment, ces mesures pour le climat, on ne peut pas passer outre quand on se préoccupe de transport, quand on se préoccupe de mobilité. Ici, j'ai pris des chiffres de l'état de l'environnement wallon qui montrent qu'en 2019, le transport est encore responsable d'environ un quart des émissions à gaz à effet de serre. Donc, je dirais, si on imaginait ne pas agir au niveau des émissions du transport, c'est déjà une grosse épine qu'on ne se retire pas du pied, puisque si ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a déjà 24% qui vont rester là, ce qui est quand même pas mal et ce qui est au-delà des objectifs de réduction qui sont fixés. Et c'est encore pire si on parle de nos polluants, les NOx, où là, c'est pratiquement la moitié des émissions de NOx qui sont dues au transport, en 42%, mais bon, je suis un peu caricatural en disant la moitié. Un autre élément, et c'est celui peut-être, à mon avis, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce que je lis, c'est peut-être cet élément qui est le moins pris en considération lorsque on imagine des mesures ou lorsqu'on fixe des objectifs ou lorsqu'on développe des politiques, notamment au niveau mobilité, c'est le vieillissement de la population. Si on prend les courbes, ici vous avez les courbes en trait continu qui correspondent à la part des personnes de plus de 65 ans dans la population et les courbes en pointillés qui correspondent aux personnes de plus de 80 ans dans la population. Et donc, vous voyez qu'à l'horizon, donc il y a deux barres. La première barre verticale, elle correspond à la situation d'aujourd'hui et la deuxième barre verticale, elle correspond à la situation en 2050. Et vous voyez par exemple que, prenons au niveau simplement national, au niveau de la Belgique, on va passer de moins de 20% de personnes de plus de 65 ans à presque 25%, donc presque un quart de la population qui aura plus de 65 ans en 2050. C'est une situation qui est, je dirais, la même dans les deux, sans aspect, ne jetez pas la pierre, je dirais dans les deux grandes régions, la Flandre et la Wallonie, il y a juste Bruxelles en bleu, là, qui a une évolution démographique totalement différente du reste de la Belgique, mais évidemment sur une population qui ne fait jamais qu'environ 10% de la population. Et la même chose dans les plus de 80 ans, là on passe de grosso modo 5% à 8%. Donc, c'est-à-dire que presque une personne sur 10 aura plus de 80 ans en 2050. Ce qui n'est pas négligeable, mais alors c'est encore peut-être plus parlant si on prend des chiffres absolus. C'est-à-dire en 2030, et 2030, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est demain, hein, c'est dans moins de 10 ans, il y aura plus de 2,5 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, et il y aura près de 800 000 personnes qui auront
80 ans ou plus. Ce sont des populations qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas dire ben, c'est une part minoritaire de la population. Ce n'est plus le cas. Et en 2050, c'est plus de 3 millions de personnes qui auront 65 ans et plus. Et c'est plus d'1 million, même plus d'1,2 million personnes qui auront 80 ans et plus. Bien, s'entend que ces personnes-là, on ne peut pas dire c'est une quantité négligeable, on ne doit pas en tenir compte quand on fait des politiques, quand on prend des mesures en termes de mobilité, etc., etc. Parce que, je dirais, au niveau de l'équité et au niveau presque de la moralité, c'est quand même l'éthique, c'est quand même des choses à ne pas oublier. Et pourtant, là, des chiffres que je donne, et moi, quand je vois des projets, regardez là un projet de ce que va être la place de la gare à Namur. Dans ce projet, moi, je ne vois pas une seule personne âgée. On a l'impression que la population du futur, c'est uniquement des jeunes dynamiques, etc. Et ce n'est pas uniquement Namur. Ici, voilà un projet Leuven 2030. De nouveau, je vous défie de trouver le moindre personne âgée sur la représentation de cette situation en 2030. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas, sur cette vision 2030, on ne voit pas un quart de la population. Il ne faut pas oublier, je dirais, en plus, ces personnes, elles ont des situations bien particulières. Si je regarde d'après les chiffres de l'enquête Belle Dame, on avait demandé dans cette enquête si les personnes avaient des difficultés physiques pour se déplacer. Et si je regarde les 75 ans et plus, vous voyez, il n'y a que 30%, moins de 30% de cette population âgée qui dit oh oui, moi, je n'ai aucun problème pour me déplacer, je peux faire n'importe quel mode de transport et tout, pas de souci. Par contre, il y a 50% de cette population, donc une personne sur deux, qui déclare qu'au moins un des modes de transport, lui, est impossible. Ces impossibilités sont de plusieurs natures. Bon, il y a évidemment les impossibilités physiques, parfois pour se déplacer à pied et surtout à vélo, ça pose des difficultés, mais il y a également des difficultés pour accéder aux gares, pour accéder aux stations de métro, etc. Donc, vous voyez que c'est une population qui n'est pas dans les mêmes conditions pour se déplacer que le reste de la population. Et on voit, vous voyez, les chiffres avancent là, même jusqu'à 65 ans, c'est plus de 75% de la population qui dit, moi, OK, pas de souci, quel que soit le mode de déplacement. Alors, moi, ça m'amène à poser des questions et peut-être des questions qu'il serait bon de tenir en tête, dans la mémoire lorsque, justement, on va réfléchir aux mesures, aux politiques qu'on veut mener aux horizons 2030 et 2050 pour une mobilité plus durable. Il faut, ou pour une mobilité qui permet de remplir les objectifs climatiques visés, etc. Au-delà de ces objectifs, il faut aussi penser à d'autres éléments, justement aux seniors. Hein. Si, bon, pour ceux qui connaissent la gare d'Etterbeek, les escaliers en pierre bleue, c'est très gai. Là, je pense que c'est à Namur, quand on remplace les trottoirs avec des petits pavés, avec, vous voyez, ceux qui sont déjà déchaussés, donc c'est pour se trébucher, etc. La gare d'Etterbeek, on fait des travaux maintenant, on peut espérer que ça sera mieux, mais jusqu'à présent, c'était aussi un endroit pas très accessible pour les personnes âgées ou même pour les personnes à mobilité réduite. Et alors, un exemple que je trouve toujours, ça c'est le passage provisoire à la gare de Dinan pour passer d'un quai à l'autre.
Et alors, pour l'avoir emprunté, je peux vous dire que non seulement c'est pas évident, en plus, ce sont des escaliers à claire-voie avec des marches qui tremblent quand vous passez, etc. Au-dessus, il ne faut pas avoir trop de vertige. Donc, si une personne de 80 ans doit passer d'une voie à l'autre, bonne chance ou malheur à elle. Même chose lorsqu'on achète du matériel. Bon, maintenant, il y a certainement les exemples que je donne sont peut-être un peu datés et maintenant, il y a plus de considération à ce niveau-là. Mais quand vous avez des trains avec des marchepieds de cette hauteur-là, et j'en ai deux exemples, bien, de nouveau, des personnes âgées de ma connaissance disent non, moi je ne sais plus prendre le train simplement parce que je ne parviens plus à monter convenablement dans les wagons, dans les vieilles wagons. Troisième élément qui doit entrer en ligne de compte dans cette réflexion sur l'avenir de la mobilité, après les objectifs climatiques, après le vieillissement de la population, c'est également un élément qu'on pourrait et qu'on peut imaginer positif, ce sont les avancées technologiques qui se développent dans nos industries tous les jours. Il y a évidemment ce qui est le plus, je dirais, le plus parlant, ce qui est le plus à la pointe de l'actualité ou quoi, sont les nouvelles motorisations, avec ce qui devient de plus en plus commun, c'est les motorisations électriques. Mais là, il y a toujours, et je ne vais pas entrer ici plus avant dans le débat sur est-ce que la voiture électrique est vraiment plus durable que le moteur thermique ou pas. Mais alors, il y a d'autres qui prônent d'autres types de motorisation, l'hydrogène par exemple, ou encore d'autres solutions. Il y a également toute la question des véhicules autonomes. On peut se dire, eh bien oui, une des difficultés, ce qui cause des problèmes, qui fait qu'on a peut-être des trafics qui ne sont pas assez efficaces, et donc pas assez durables, et ainsi de suite, c'est le fait que les véhicules, les voitures, les camions sont conduits par des humains qui n'ont peut-être pas toujours les bons réflexes, qui n'ont pas les bons comportements, ainsi de suite. Donc, essayons d'avoir quelque chose qui est plus rationnel et d'avoir des véhicules autonomes où ce sont des intelligences artificielles, etc., qui vont guider les véhicules et donc permettre, je dirais, d'avoir une gestion plus efficace des trafics. Aussi des choses dans les transports en commun. Il y a des projets avec les hyperloops, là, les trains à très très grande vitesse avec des supports magnétiques, etc. C'est des projets qui existent. Il y a des projets d'infrastructures intelligentes qui, de nouveau, permettent une gestion plus efficace du trafic avec des communications entre les infrastructures, la route et des équipements autour de la route, des signalisations, etc., qui permettent de communiquer avec les véhicules, voire aussi des communications entre véhicules ou entre véhicules et objets, l'Internet des objets, et ainsi de suite, de nouveau pour rendre les choses plus efficaces. On peut facilement, comme ça, voir s'il y a des ralentissements, etc., et aménager sa conduite pour qu'elle soit plus durable. Aussi, dans le domaine, par exemple, du transport de marchandises, eh bien, il y a tous les projets avec les drones. Amener les drones qui amènent des marchandises. Et alors, mais en fait, le problème, 2030, c'est des choses qui commencent à exister et ça va encore prendre du temps. Et ça va prendre du temps pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la technologie. Il y a des choses qui sont en genèse et tout, mais qui doivent encore être améliorées vraiment pour pouvoir être produites en grande série, pour pouvoir venir dans le public. C'est la première raison.
Il y a aussi une deuxième raison. Même si cela existait demain, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Il y a toutes les raisons réglementaires, toutes les réglementations à changer pour tenir compte de cette nouvelle donne de véhicules autonomes, etc. La Convention de Vienne exige qu'il y ait un conducteur dans le véhicule. Est-ce que c'est encore d'actualité? Il y a toute la question, par exemple, des plateaux de camions. La réglementation là-dedans, même au niveau des assurances, que se passe-t-il si dans un plateau de camion, il y a une collision ou un piéton qui traverse et qui est responsable? Donc, il y a vraiment là toutes des questions de droit, de législation, de réglementation qui doivent encore être mis au point. Question aussi les drones pour le transport de marchandises. Je vais vous citer là un exemple que j'ai eu dans un mémoire d'étudiant il n'y a pas longtemps et qui montre il y a, je pense que c'est dans le Hainaut, un dépôt d'une firme pharmaceutique, une grossiste en pharmacie, qui garde quelqu'un en permanence pour permettre le transport urgent de médicaments vers une maison de repos qui est assez proche. Moins de 10 km. Et ils se sont dit, tiens, mais peut-être que ce serait plus efficace tout de remplacer le manutentionnaire qui doit prendre son véhicule et partir sur la route pour aller jusqu'à la maison de repos, de remplacer ça, puisque ce sont souvent des petites quantités, par un transport par drone. Oui. Non, mais la réglementation actuelle qui exige qu'il y ait toujours une vue sur le drone, et ainsi de suite, bien, il faudrait 7 observateurs sur le chemin pour pouvoir suivre toujours le drone des yeux. Donc, évidemment, c'est une solution qui ne sera pas adaptée maintenant. On ne va pas passer d'un manutentionnaire à 7 observateurs. Vous voyez, donc il y a vraiment toute cette question de réglementation qui doit être questionnée et qui doit être résolue avant qu'on puisse utiliser ces nouvelles technologies. Et enfin, il y a un dernier élément qui fait prendre du temps aussi. Une fois que la technologie est au point, une fois que la réglementation a été adaptée, il faut encore l'acceptabilité par le public. Ce n'est pas toujours évident d'accepter que vous n'allez plus avoir le contrôle sur votre véhicule, mais que c'est lui qui va accélérer, décélérer en fonction des conditions du trafic, etc. Donc, il y a aussi ce troisième aspect qui fait qu'on a quelque part du temps et que donc je ne peux pas vous dire, ben, voyez, toutes ces nouveautés en 2030, ils sont là et ils auront un impact sur la mobilité et donc un impact sur les conditions climatiques. Également, un élément que je voulais ajouter par rapport à ces nouvelles technologies, c'est quand on regarde de nouveau les chiffres de belle dame, bien, il y a une voiture sur 5 qui a plus de 10 ans. Moralité, et si je prends 2030, c'est dans 7 ans, donc si je prends tous les véhicules qui ont 7 ans et plus, 10, 20, j'arrive à presque la moitié des véhicules. Donc, les véhicules qui circulent actuellement, grosso modo, il y en aura encore la moitié qui circulera en 2030. Voilà, c'est brièvement le contexte. Donc, 3 éléments selon moi de contexte. Les objectifs climatiques, le vieillissement de la population, les aspects démographiques et enfin les avancées technologiques. Alors, cette mobilité de demain, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'elle va être? Qu'est-ce qu'elle pourrait être? De nouveau, je n'ai pas amené ma boule de cristal. Alors, je crois que l'élément important dont il faut tenir compte, c'est qu'un système de mobilité
système de mobilité performant. C'est un système qui fait le bon équilibre entre l'offre de transport, c'est-à-dire les moyens qui sont mis à disposition de la population, que ce soit en termes d'infrastructures routières, ferroviaires, etc. Même, il ne faut pas négliger, c'est peut-être un aspect qu'on néglige trop souvent, on a quand même la chance, dans une partie de la Belgique, d'avoir pas mal de voies navigables qui pourraient servir aussi comme offre de transport. Évidemment, l'offre, c'est aussi les services de transport en commun ou de masse, mobilité et ce service qui sont offerts. Et ces services, cette offre, doit répondre à la demande de la population ou de l'économie. Parce qu'il n'y a pas que le transport de personnes, mais également le transport de marchandises. Et donc, cette demande, c'est un besoin ou c'est un souhait de déplacer des personnes ou des biens d'un endroit à un autre endroit, avec en plus parfois certaines contraintes ou souhaits horaires. Donc, il y a vraiment cet aspect, et c'est ça qu'il ne faut pas négliger, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est que cette demande de mobilité est ce que l'on appelle une demande induite. Vous ne vous déplacez pas pour vous déplacer. Vous vous déplacez parce que vous avez quelque chose à faire quelque part à un certain moment, ou parce que des marchandises doivent se trouver quelque part à un certain moment pour ne pas rompre la chaîne économique et ne pas causer je dirais, des frais ou des ennuis supplémentaires. Donc, il y a l'offre et il y a la demande. Ce que l'on observe actuellement, c'est que toutes les mesures ou les déclarations qui sont faites sont des mesures qui visent l'offre. On veut essayer d'aller vers une mobilité plus durable, plus inclusive, plus éthique, équitable, etc., en prenant des mesures qui concernent principalement, voire exclusivement, l'offre de transport. Bon, ici, de nouveau, quelques exemples. Le plan RIDE 2040, le plan Wallonie cyclable, les questions des moteurs thermiques au niveau européen, des zones apaisées avec des réductions de vitesse. Tout cela, ce sont des mesures qui visent principalement la manière dont on essaye de répondre aux besoins, aux souhaits de mobilité de la population, de l'économie, etc. Et je pense qu'une des questions qu'il faut se poser, c'est voir si ces mesures, si on agit uniquement d'un côté, on a cette balance avec l'offre d'un côté et la demande, et si on agit seulement sur un des côtés de la balance, sur l'offre, est-ce que vraiment, de cette manière-là, on va pouvoir atteindre ces différents objectifs que les autorités européennes ou nationales ou régionales se sont fixées? Alors, moi, ma réponse, et ça n'engage évidemment que moi, c'est non. Et pour preuve, moi, je dirais, je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Je remets ici, par exemple, les travaux qui ont été faits par Yves Crozet, un prof maintenant émérite de mobilité à Lyon, et un de ses chercheurs, Hector Lopez-Ruiz, qui avait regardé justement, la France avait défini un objectif qu'ils avaient appelé facteur 4, qui était divisé par 4 les émissions du trafic à l'horizon 2050. Eh bien, ce que Yves a montré, c'est que si on s'attaque, si on prend comme focus uniquement l'offre, et si donc on essaye d'avoir une offre plus durable, si on essaye
de tenir compte des avancées technologiques et ainsi de suite, on ne dépassera pas un facteur 2. Donc le facteur 4 n'est envisageable que si on agit également du côté de la demande. C'est-à-dire qu'il va falloir s'attaquer, on n'est peut-être pas trop fort, aux souhaits de la population, et ça, c'est parfois difficile, mais aussi à leurs besoins. Et donc, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus des gens qui soient frustrés et que donc on trouve une manière de répondre à tout le moins aux besoins, les souhaits, on verra ensuite, de la population en changeant les choses. Et donc, je ne suis pas ici pour dénigrer les mesures qui sont prises sur l'offre, elles sont aussi nécessaires, mais selon moi, elles ne sont pas suffisantes. Il va falloir aussi agir sur la demande. Et pour agir sur la demande, il va falloir d'une part habituer ou forcer, je n'aime pas le terme, mais c'est peut-être celui qu'il va falloir employer, c'est la population à modifier ses comportements. Leur faire comprendre peut-être que je dirais, en acceptant des petites contraintes, on va éviter le chaos et les contraintes qui finalement seront peut-être plus grandes ensuite. Mais évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir faire changer les comportements de la population. Ça prend du temps. Ça pourrait même prendre, et c'est peut-être quelque chose qui peut effrayer, ça peut prendre une génération, ça peut prendre 30 ans pour changer les comportements. Donc, pour 2030, pour 2050 même, qu'en est-il de ces changements de comportement? Alors, modifier les comportements, bien, il y a peut-être une manière d'agir, c'est, je dirais, agir là où ça fait mal, toi, c'est sur le portefeuille. Et agir, soit, il y a une manière négative d'agir, c'est de comportement qu'on peut juger moins durable, ou il y a la manière plus positive qui est quelque part de récompenser des comportements plus durables. Agir sur la demande, cette demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une demande induite. On se déplace pour faire quelque chose quelque part à un certain moment. Et donc, agir sur la demande, ce n'est pas réellement agir directement sur la demande de mobilité, mais c'est agir sur les déterminants, sur ce qui cause ces besoins, ces souhaits de mobilité. Ces déterminants de mobilité, de la demande de mobilité, on peut agir à différents niveaux. On peut agir au niveau de l'aménagement du territoire. Et comme vous le voyez, il y a de grands penseurs qui ont réfléchi à ça avant moi. Et je dirais, c'est simplement se dire, tiens, est-ce que la manière dont on conçoit l'aménagement du territoire actuellement va dans le sens d'une mobilité plus durable? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer une meilleure mixité des fonctions, des aménités plus proches, etc., etc. Là, toute une réflexion qui pourrait être menée pour justement réduire les besoins de mobilité. Aussi, la mobilité, c'est quelque chose qui est dans la culture, dans la vie en société actuelle, c'est quelque chose qui a une connotation très positive. Il faut être mobile. C'est cela un peu
si vous êtes immobile, ben, vous êtes un peu un has-been, vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le mouvement, quelqu'un actuel. Et donc, c'est peut-être aussi justement ce paradigme de la mobilité montée en épingle comme étant une bonne chose qui doit être vu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va être lent. Simplement, une simple question sans porter de jugement. Actuellement, ben, c'est devenu courant de faire plusieurs city trips sur l'année, etc. Pour nos parents, plus anciens. C'est quelque chose qui était peu, voire pas envisagé. Juste une question, se dire, ça, on dépasse la mobilité, et je ne m'engagerai pas plus loin que la question sur le domaine. Est-on plus heureux pour ça? C'est aussi des aspects liés à l'autonomie. Première chose, c'est que nous savons tous qu'il y a pour tous les transports de personnes et je dirais peut-être surtout de marchandises, qu'il y a des externalités, qu'il y a des conséquences de l'activité de transport, tant des conséquences qui peuvent être financières que environnementales, etc., qui sont des conséquences qui ne sont finalement pas directement payées, financées par le responsable, par celui qui fait cette activité de transport, mais qui sont plutôt payés par l'ensemble de la société. Et donc, peut-être qu'il y aurait une réflexion à faire, et peut-être que ça, je dirais, entraînerait des modifications de comportement, et des modifications de comportement tant des individus, des ménages, aussi que des entreprises, peut-être s'il y avait cette internalisation des externalités. On essaierait peut-être de justement les diminuer. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Voilà, c'est une étude qu'on a fait il y a une petite dizaine d'années, où on regardait quel était le CO2 qui correspondait à un kilo de pomme acheté en hypermarché. Eh bien, on a fait ça en France, Belgique et Angleterre, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que quand ce n'est pas la saison des pommes chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On exporte des pommes de Nouvelle-Zélande. Alors, vous voyez au niveau du CO2, la différence à cause de ce transport en mer des pommes. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire, quand il n'y a plus de pommes en Europe, d'en faire venir de Nouvelle-Zélande? Ça peut amener, je dirais, à un certain esprit de la population, etc. De nouveau, une anecdote. Il y a eu, il y a quelque temps, un sondage, une enquête au Royaume-Uni, et les répondants à cette enquête, il y a un tiers des Britanniques qui pensent que les ananas poussent au Royaume-Uni. Parce qu'ils en trouvent tout le temps. Donc, de nouveau, c'est des choses qu'il faut peut-être de nouveau questionner. La grosse questionnement, mais évidemment, ce n'est pas une région, ce n'est même pas un pays comme la Belgique qui va pouvoir, je dirais, légiférer ou prendre des décisions sur ces questions-là. C'est à un niveau plus large. De nouveau, c'est peut-être aussi une des difficultés. C'est qu'à notre niveau, Belgique, ce n'est pas nous qui allons pouvoir, je dirais, faire la révolution dans les politiques de transport à un niveau plus global que le niveau des choses qui se passent à l'intérieur de la Belgique. Et il y a de plus en plus de choses qui sont à un niveau international. Un dernier exemple aussi pour montrer, voilà, quand vous achetez un jeans, eh bien, le jeans, il a parcouru pas mal de chemin sur le globe. Hein. Les fermetures éclairs sont venues, là, je vois, du Japon. Vous avez des boutons qui viennent du Congo, des rivets qui viennent d'Australie. Et puis, comment on veut dire, le coton est produit au Bangladesh, c'est ramené
au Maghreb pour être transformé, puis ça part au Pakistan, et ça vient en France, hein, c'est-à-dire en France. Donc, vous voyez, de nouveau, se dire, pourquoi peut-on faire ça? C'est parce que par rapport au prix de revient, le prix du transport est quantité négligeable. S'il n'était plus le cas, peut-être qu'on verrait une ouverture de fabriques de fermeture éclair en France. Autre chose par rapport à l'économie, c'est que souvent, les décisions qui sont prises ne tiennent pas compte des impacts de ces décisions sur la mobilité. On prend des décisions en pensant à des aspects de rentabilité, des aspects financiers, et des aspects peut-être RH, etc., mais peu au point de vue mobilité. Là, je vous ai simplement mis un extrait, un titre de journal, pardon, 2 fois moins de bureau de poste en 10 ans. OK, 2 fois moins de bureau de poste en 10 ans, peut-être. Je ne m'attaque, ici, je ne vais même pas parler des sociétés privées pour lesquelles on peut comprendre qu'elles aient certaines motivations différentes. Mais ici, le bureau de poste, c'est finalement un service public, grosso modo. Et donc, faire moins de points d'accès au service public, ça entraîne au-delà des difficultés que ça peut causer pour les citoyens, ça entraîne que les citoyens doivent faire plus de déplacements pour répondre à ces besoins qui sont couverts par les services publics. Et donc, est-ce qu'on tiendrait compte de cela ou pas dans les décisions qui sont prises? Ça, c'est un aspect négatif. Alors, j'ai vu dans le journal ce matin, un aspect plus positif. Pour la réparation de la E411, du côté de Torrambé, Saint-Tron et tout, entre Namur et Bruxelles, vu qu'il y avait des contraintes environnementales, etc., mises dans le cahier des charges, eh bien, on a mis à côté de l'autoroute, à côté des travaux, une centrale à béton mobile, une centrale à enrober pour le macadam, etc., une centrale de régénération des déchets. Ce qui fait que, d'après la Sofico, donc, on a épargné 14 fois le tour de la Terre en kilomètres, simplement en ayant les aspects à côté. Évidemment, ça a un coût, mais le coût environnemental est moins. Donc, vous voyez qu'il y a quand même moyen de tenir compte des impacts de la mobilité quand on prend certaines décisions. Alors, pourquoi se déplace-t-on? De nouveau, je l'ai dit, parce qu'on doit faire des choses. Et si je reprends ici les chiffres de Monitor, qui était la dernière antenne mobilité menée par le SPF Mobilité avec l'UGIAS, entre autres, mais vous voyez que si je prends le domicile-travail, j'ai là, grosso modo, 20% seulement. Les courses, les services, c'est aussi 20%, le loisir, c'est même un peu plus, etc. Donc, les mesures qu'on prend, souvent, justement, sont liées à ces déplacements domicile-travail, mais finalement, ça ne permettra d'améliorer que 20% des déplacements et pas davantage. Alors, à ce niveau-là, je dirais, il y a toute la question du télétravail. On pourrait dire, ah, c'est bien, ça diminue les déplacements, etc. Effectivement, au niveau mobilité, c'est une bonne mesure. Si on essaye de se mettre un peu plus loin, si on regarde au niveau des climatiques en général, environnement en général, on peut se poser des questions. Quand vous êtes en télétravail, vous êtes chez vous, bien, s'il pleut, au lieu que le gamin aille à l'école à vélo, eh ben, on le conduit en voiture. Si on a une course à faire, au lieu d'aller le faire dans le magasin à côté du bureau, on va aller prendre la voiture au temps de midi et aller à l'hypermarché.
etc. Autre élément aussi, c'est que quand vous avez tous les travailleurs dans un immeuble de bureau, eh bien, vous pouvez faire une économie d'échelle sur le chauffage. Et souvent, les bureaux sont pas mal isolés. Si chacun est dans sa petite maison et chauffe son bureau avec une isolation qui est moins bonne, de nouveau, là, les impacts sont peut-être moins bons que ce qu'on pourrait penser à ce niveau-là. Et donc, conclusion sur cette partie-ci, bien, selon moi, si on veut une mobilité plus durable, si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés aux horizons 2030 et 2050, ce n'est pas tant dans le domaine de la mobilité qu'il faut agir, on a peut-être trop tendance à le faire, mais bien dans les domaines en amont qui vont impacter la mobilité, l'aménagement du territoire, la fiscalité, l'économie, etc. Donc, quelque part, ce n'est pas dans la mobilité qu'on trouvera la solution à la mobilité. Alors, pour conclure, quelques réflexions. Si on prend des mesures, il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas d'équité dans ces mesures. Donc, peut-être qu'il faudra avoir des compensations pour certaines parties de la population. Et quand je dis des parties de la population, ça peut être des parties des individus ou des parties des entreprises. Hein. Ça dépend à quel niveau les mesures sont prises. Mais je prends des exemples, les zones à basse émission, bien cette interdiction des véhicules qui sont les plus polluants, évidemment, ça a du bon du point de vue environnemental, mais du point de vue équité, quelles sont les personnes dans la société qui savent se racheter une nouvelle voiture de manière plus régulière, qui savent aller vers les nouvelles motorisations vu les prix plus élevés, etc. Toutes les questions des taxes kilométriques qui sont aussi envisagées. Est-ce qu'il faut taxer de la même manière quelqu'un qui vient du Brabant wallon à Bruxelles en voiture que quelqu'un qui vient d'Abel-à-Neuf en voiture, à quelle heure, etc. Quelles sont les alternatives qui sont possibles, etc. Donc, pour moi, c'est une mesure qui doit vraiment, si on veut un jour la mettre en œuvre, doit être réfléchie sur, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière linéaire et sans avoir réfléchi aux à côté de cette mesure. Simplement pour rappeler là que si on prend, là c'est des chiffres français, mais près de 2 tiers des émissions sont seulement dues à 1/5 des individus. Plus nous sommes diplômés, malheureusement, plus on émet de CO2. Pour penser out of the box, c'est peut-être un leitmotiv qu'on revient souvent, un gimmick qui revient souvent, mais c'est pas faux. Par exemple, ici, l'exemple vient, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager du ramassage des employés en transport collectif? Bon, le tissu économique fait qu'il y a beaucoup de petites entreprises, donc c'est peut-être pas entreprise par entreprise qu'il faut réfléchir, mais on pourrait réfléchir au niveau d'un zoning, etc. Se dire, eh bien, comme ça, on a plus l'effet de masse qui fait qu'un tel transport collectif, comme je prends toujours l'exemple de PSA sociaux, où là, il y a encore plein de cas qui vont ramasser les employés dans une zone autour de l'entreprise. Ça m'amène aussi à réfléchir à une chose. OK, pour ça, c'est possible si les employés sont dans un rayon raisonnable autour des entreprises ou du zoning. Donc là, toute la question de savoir, tiens, est-ce qu'au lieu de donner
des financements au déplacement, est-ce qu'on ne peut pas donner des financements pour habiter plus près de son entreprise? C'est déjà des choses qui ont été réfléchies, notamment dans le budget mobilité. Avec les difficultés de ce que j'appelle, moi, le paradoxe belge. En fait, si on regarde les distances moyennes domicile-travail en Belgique par rapport à, par exemple, la France, eh bien, on se rend compte que les distances moyennes entre le domicile et le travail sont beaucoup plus longues en Belgique qu'en France. Et je dis, c'est le paradoxe belge, et c'est dû en fait justement à l'étroitesse du territoire belge. Tout est accessible de partout. Si en France, vous êtes dans une entreprise qui travaille à Brest, vous allez habiter dans les environs de Brest, et puis délocalisation de l'entreprise, elle passe de Brest à Grenoble. Soit vous allez chercher un autre emploi, soit vous allez déménager. Mais vous n'allez pas imaginer faire une navette entre Brest et Grenoble. Par contre, en Belgique, vous habitez à Verviers, votre entreprise est à Liège, vous faites la navette entre Verviers et Liège, votre entreprise décide de se recentrer de Liège à Bruxelles, c'est toujours possible pour vous de faire la navette de Verviers à Bruxelles. Simplement, ce sera un peu plus long, mais ça reste, entre guillemets, pour la perception qu'ont les usagers, ça reste raisonnable. C'est la fameuse conjecture de Zahavi qui dit que pour un individu, tant que ses activités de déplacement dans une journée restent aux alentours d'1h30 environ, c'est quelque chose qui ne lui fait pas trop peur, qu'il estime qui sont encore raisonnables. Alors, notre réflexion, c'est que pour moi, ça ne pourra marcher, on ne trouvera des solutions que si on garde la mobilité comme élément central dans les prises de décision, et que ce soit partout et pas uniquement dans le domaine de la mobilité. Donc, il faut vraiment que quand il y ait des politiques, des mesures qui sont prises, ce ne soit pas après tout, de manière un peu collatérale, qu'on se dise, tiens, si je prends cette mesure-là, quel va être l'effet sur la mobilité, mais c'est bien avant de prendre la mesure, dans la réflexion globale sur cette mesure, que l'on se dit, c'est bien, qu'est-ce que ça va porter comme impact sur les conditions de mobilité. Eh bien voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis bien entendu à votre disposition pour des questions et des suggestions, des remarques. Elles sont bien entendu toutes les bienvenues.